Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau débrief des explorations. On avait sorti un premier épisode des explorations qui ont mal tourné, ça vous avait beaucoup plu d'en apprendre plus sur les coulisses de nos tournages et aujourd'hui je vous propose un second épisode qui est dédié à toutes les blessures et tous les pépins de santé qu'on a eu dans nos explorations. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec l'anecdote de l'infection du bras ou l'anecdote du bras mutant. On remonte en juin 2018, on est en tournage aux États-Unis avec François pour aller passer une nuit dans la forêt, plus particulièrement dans un parc national. Le parc qui se trouve à quelques heures de route au nord de New York. On part donc s'enfoncer au cœur d'une forêt qui abrite des milliers d'ours, des lynx, des pumas, des coyotes, bref, plein de petites bêtes sauvages qui font bien flipper et on se lance le défi avec François de passer une nuit dans la forêt. Et tout se passe bien jusqu'au moment du soir où on est autour du feu. À un moment, il y a François qui gueule un petit coup. Je lui dis ouais, qu'est-ce qui se passe, tout va bien? Il me dit ah non, je me suis fait mordre ou piquer par une bête à l'intérieur de ma veste. François enlève sa veste, il regarde s'il n'y a pas une araignée qui en sort, pas de trace d'araignée. Donc tout de suite François il me montre son avant-bras vers le poignet et on voit un petit point rouge. On va au lit. Et la nuit avance. Dans la nuit, ça commence à faire de plus en plus mal au bras de François. Et le lendemain matin, on se réveille après avoir été dérangé pendant la nuit par des craquements. On ne savait pas si c'était des bêtes, des ours ou quoi. On se réveille et là, François est inquiet. Son bras a gonflé. Quand une piqûre au bout de autant d'heures a fait gonfler votre bras, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est pas normal. Mine de rien, on replie le camp, on doit faire 3-4 heures de randonnée pour retrouver notre voiture, on fait 4-5 heures de route pour retourner à l'aéroport de New York JFK où on avait notre vol retour pour Paris et on arrive à l'aéroport. Entre-temps, vraiment, le bras de François a doublé de volume. Bon, en fait, juste pour vous expliquer, là on est à l'aéroport JFK, donc à New York, et on attend notre vol et ouais, ça part un peu en couille la piqûre de François. Quand il mettait son bras côte à côte, on avait le bras sain qui était normal et l'autre bras à côté, j'étais là en mode mais putain, on dirait un Elephant Man. Et surtout, François commençait à avoir mal dans son bras, il commençait à avoir des douleurs vives dans son bras. Au réveil ce matin, on s'est rendu compte que c'était infecté. Et il y a, vous voyez, cette traînée rouge qui vient jusque dans mon coude. En fait, elle n'était pas là ce matin et elle a progressé tout le long. Et là, ça commence à me lancer. J'ai même ça qui est apparu. Enfin, le mutant. On sait pas trop ce que c'est. Et donc là, il faut voir ce qu'on a comme antibio sur place pour que je puisse me soigner. Et là, on commence à se dire, mais ce serait quand même mieux que tu ailles consulter un médecin avant de prendre l'avion. Est-ce que tu peux... François commençait à se demander s'il allait pas perdre son bras pendant le vol. Et donc, on va voir le guichet. Ils nous font non, on n'a pas de médecin ici. Si vous voulez aller voir un médecin, il faut prendre un taxi, aller vers New York. Les amis, New York, c'est une ville gigantesque. On est dans un des immenses aéroports, un des plus grands du monde. On a notre vol dans quelques heures. On se dit merde, qu'est-ce qu'on va faire? Mais malgré tout, la santé est primordiale. Il n'y a rien de plus important que la santé. François, ce qu'il fait, c'est qu'il prend son téléphone et il appelle un ami de famille qui est un grand médecin. François arrive à avoir le médecin au téléphone, qui est donc en France. Il lui envoie une photo de son bras pour lui montrer la taille du bras et le délire du trait rouge. Le médecin confirme le diagnostic. François avait une infection de la lymphe. Médecin français sur le coup, c'est une lymphongite apparemment. Et le médecin lui dit écoute François, est-ce que tu as des antibiotiques avec toi? On confirme et donc il nous prescrit de l'amoxicilline que François prend immédiatement et du coup, du fait qu'on ait cette trousse de pharmacie avec nous, François est autorisé par le médecin par coup de téléphone à prendre l'avion parce que sinon il aurait effectivement dû aller voir un médecin à New York. Donc on prend l'avion, quand même malgré tout c'est 6-7 heures de vol pour retourner sur Paris. Entre temps le bras, je crois qu'il atteint son apogée
de grosseur. Ça me fait rire parce que je me souviens qu'avec François, on en rigolait, on se disait putain, t'es en train de devenir un X-Men et tout, François le mutant. On en rigolait, mais à la fois, ça stressait quand même beaucoup François, ce qui est normal. Donc on est dans l'avion, François a de plus en plus mal, la douleur lui remonte jusque sous l'aisselle. C'est-à-dire que la piqûre, elle est là maintenant, il a mal jusque sous l'aisselle. On se dit, waouh, c'est quoi ce truc de fou? Le trait rouge, il continue à progresser. En plus, au retour, on arrive à Paris, c'était au moment de la sortie de notre livre, Les Explorations Nocturnes, on avait tout de suite rendez-vous chez Michel Lafon. C'est-à-dire qu'on venait de s'enquiller une nuit dans une forêt remplie d'ours, 4 heures de randonnée, 4 heures de voiture, X heures d'attente à l'aéroport, l'avion. On arrive chez Michel Lafon, on raconte justement l'aventure, et quand François monte son bras au personnel chez Michel Lafon, tout le monde est en panique et est là, mais François, qu'est-ce que tu fais ici? Va aux urgences, va voir un médecin. Bon, 24 heures après la piqûre, ça continue de grandir. J'ai un petit Satan qui pousse ici. Ici, c'est en train de pousser aussi. Et là, ça commence à me lancer vraiment jusque là dans le bras. Et ça gratte, ça gratte, ça gratte. Et on a le sentiment que le bras est en train de bien pourrir de l'intérieur et bien nécroser. C'est assez désagréable. Putain, le mutant quoi. Voilà ce qui peut arriver. Regardez-moi ça, le mutant. Et donc François va effectivement voir d'urgence un médecin juste après. Et en fait, le risque, c'était que si cette infection, elle progressait dans son corps, elle pouvait a priori atteindre, je sais pas, le cœur. On n'est pas des spécialistes, mais ça pouvait être vraiment grave. Donc le médecin prescrit 10 jours d'antibiotiques à François et surtout, elle prend un feutre et elle lui fait un trait sur le bras. Et elle lui dit, monsieur, si le trait rouge dépasse ce trait, c'est urgence, immédiatement, antibiotiques sous perfusion parce que ça peut être très dangereux. C'est assez rigolo, j'ai une marque au marqueur sur le bras. Il faut pas que l'infection dépasse la marque, sinon c'est signe que je dois absolument aller aux urgences. Donc on croise les doigts pour que ça dégonfle avec les antibiotiques par voie orale, ça me ferait bien chier de devoir aller aux urgences pour ça. Mais voilà, ça fait partie de l'aventure. Donc voilà les amis, on est arrivé au terme de cette histoire puisque après avec les antibiotiques, tout s'est résorbé et François n'a plus eu de soucis. Mais comme quoi, une simple petite morsure d'araignée, ça peut prendre des proportions incroyables et heureusement qu'on avait notre trousse à pharmacie avec nous et ses antibiotiques avec nous. François a pu tout de suite prendre un traitement et probablement ralentir l'infection. Je sais pas jusqu'où ça aurait été. Donc comme quoi même les plus petits maux peuvent tout de suite avoir des conséquences plus importantes. Et on en a beaucoup rigolé pendant et après, mais c'est vrai que je pense que François a eu des bons coups de stress et il avait la goutte pendant tout le voyage retour. Les amis, c'est à présent à mon tour. Vous connaissez tous l'histoire des navires de guerre car je vous en avais même parlé dans le premier épisode des explorations qui ont mal tourné. Ça avait déjà mal tourné d'un point de vue juridique avec la plainte de la Marine nationale, mais sachez que cette exploration complètement dingue a également mal tourné d'un point de vue santé pour ma part. Petit disclaimer les amis, cette partie va être assez intime, mais j'ai fait le choix de vous en parler parce que voilà, c'est un truc qui me suit depuis plus de 10 ans et qui a été très problématique dans le cadre de cette exploration. Et bon, voilà, c'est rien de très grave, donc je peux vous en parler sans trop de gêne. En fait, il faut savoir que ça fait maintenant plus de 10 ans que j'ai un petit problème avec mon corps. C'est rien de très grave, c'est simplement une petite anomalie dans mon urètre qui fait que elle se rétrécit par endroits et par moments elle s'obstrue même complètement. Il m'est arrivé 2 fois dans ma vie d'être complètement bloqué, de plus pouvoir faire pipi et je vous assure que c'est le pire truc que j'ai jamais eu de ma vie, le pire cauchemar que j'ai jamais vécu et je le souhaite à personne parce que c'est vraiment horrible. Voilà, moi c'est un truc très rare qui me suit maintenant depuis plus de 10 ans, qui fait partie de mon quotidien. Je suis suivi chaque mois par un urologue spécialisé et tout. Et donc pour en revenir à l'exploration qui tourne mal, on est à l'été 2016. On est au début des explorations et c'est cette période où on est complètement fou avec François. On est prêt à tout pour aller tourner une exploration. On ne fait pas attention à notre corps, voilà, on ne fait pas attention du tout à notre corps et c'est une bonne leçon parce que c'est trop important de faire attention à son corps, on n'a qu'un seul corps, on vit dans notre corps, il faut donc prendre soin de son corps, on a trop tendance à l'oublier. Et le corps vous le rappelle quand vous l'oubliez, ce qui a été le cas pour moi. Donc, été 2016, on part explorer les navires de guerre. En fait, les navires de guerre abandonnés, ils sont situés en Bretagne et nous on est basé à Metz, à pratiquement 1000 km de route des navires. Mais comme on était complètement excité par l'idée d'aller explorer des navires de guerre, on se dit c'est pas grave, on prend la voiture, on traverse la France
d'une traite, en passant par Paris pour aller récupérer nos copains Clément et Nico de la team Hit the Road. On arrive en Bretagne, on fait l'exploration nocturne, c'est-à-dire que on met 10 heures pour arriver en voiture, on fait l'exploration de nuit, on ne dort pas, on gobe un petit café et on refait 10-12 heures de route parce qu'il fallait repasser par Paris, déposer les copains. Bref, en gros, pour faire l'exploration des navires de guerre, on a fait 24 heures de route en 36 heures. C'est un truc à absolument pas faire parce qu'on était exténués. Je me souviens même qu'il y avait François et Nico ou Clément qui se relayaient à la conduite. Ils s'endormaient en roulant, je devais les tenir réveillés. En plus, on était passé devant un accident avec une voiture qui avait fait des tonneaux. J'étais là en mode putain, mais c'est trop dangereux ce qu'on fait. Donc déjà ça, c'était un peu inconscient. Mais en fait, le plus inconscient, c'était que je venais de me faire opérer de mon urètre et que mon urologue avait décidé de mener une expérience sur moi. Il avait décidé de me mettre un stent dans mon urètre. Un stent, c'est un petit bout de plastique ou de cuivre qu'on va introduire dans votre urètre pour l'obliger à rester écarté. Le problème, c'est que quand on vous introduit un corps étranger à l'intérieur de vous, on ne sait jamais comment le corps va réagir. Il peut l'accepter comme ne pas du tout l'accepter et le rejeter. Et dans mon cas, ça a été une souffrance totale. En fait, j'avais des douleurs 24 heures sur 24. Mais on était tellement excités à l'idée d'aller explorer ces navires de guerre que je me suis dit bon, allez, vas-y François, on y va, on fait la route. Et ça a été la pire erreur possible parce que en gros, quand j'étais assis, ça appuyait sur mon petit corps étranger et ça me faisait extrêmement mal. Et imaginez-vous donc, on fait aller-retour sans pause, donc 24 heures de route en 1 jour et demi. J'avais de plus en plus mal, je me souviens en retour, j'avais trop mal. En fait, on rentre un samedi soir, le lendemain, le dimanche, je dis à ma copine, écoute, j'ai trop mal, j'en peux plus, je sais pas ce qu'il faut faire. On va voir un médecin de garde d'urgence, il me dit, mais monsieur, vous faites une infection urinaire. Alors, faut savoir que chez les femmes, c'est un peu plus commun d'avoir des infections urinaires, c'est un peu plus rare chez l'homme. Dans tous les cas, c'est super douloureux, mais a priori, chez l'homme, c'est encore plus douloureux que chez la femme, donc vraiment je souffrais le martyre. Et surtout, j'ai dû aller voir mon urologue d'urgence qui a dû me réopérer pour me réouvrir, voilà, je vous fais pas un dessin, pour m'enlever le petit corps étranger et m'en remettre un nouveau pour voir si ça marchait mieux. Et en fait, j'ai passé tout mon été, donc les mois qui ont suivi cette exploration, je les ai passés sous antidouleur à base d'opium tellement j'avais mal. Et en fait, cette fameuse exploration des navires de guerre, elle a mal tourné à la fois pour les problèmes juridiques avec la marine et à la fois d'un point de vue santé parce que du coup j'ai été en PLS tout l'été avec mon urètre. C'est vrai que si c'était à refaire, on serait allé en train, on aurait loué une voiture là-bas, on serait reposé et je serais pas resté le cul assis dans une bagnole pendant 24 heures à faire l'aller-retour à tout prix pour faire cette exploration. Mais voilà, c'était aussi le début de YouTube, on était tellement excités, on s'en foutait de se reposer, de prendre soin de nous. Et du coup, on réfléchissait pas trop et on faisait les foufous. Aujourd'hui, on a plus de recul, on est plus posé, on prend le temps de bien faire les choses, de penser à nous aussi. Et c'est voilà, une petite exploration qui a mal tourné d'un point de vue santé pour moi. Rien de bien grave, mais j'en garde pas forcément des très bons souvenirs. Les amis, on va passer à la 3e exploration qui a mal tourné. On va repartir sur François, mais surtout, je vais inviter François à me rejoindre parce que c'est lui qui l'a vécu, j'étais pas là. C'était pour sa chaîne YouTube et pour le coup, ça a vraiment mal tourné. Hello! Ça y est, François, tu es là pour raconter cette 3e exploration qui a mal tourné. Je pense des 3, c'est celle qui a le plus mal tourné ou celle où tu as le plus flippé. Ça a pas bien tourné, ouais. C'est clair que c'était assez délicat en fait. L'histoire c'était en février 2018. On est actuellement à Mont-Genèvre et aujourd'hui on va monter il y a tellement de vent, la caméra s'envole. On va monter au sommet du Mont Chaberton et vu que c'est blindé de neige, on va le faire en ski de rando. C'est pas dit qu'on aille en haut, les conditions sont super dures. Je suis avec Jean, salut, un expert de la montagne, et avec quelqu'un que vous connaissez très bien, Nico. Oui, donc ton objectif c'était de remonter au sommet du Mont Chaberton pour explorer le fort de guerre abandonné, oui, et surtout reprendre confiance en toi, te dire j'ai plus le mal des montagnes. Mais contrairement à la fois où on y était allé nous, donc en été, là tu étais en plein hiver, oui, il y avait de la neige de ouf, oui, du vent et surtout alerte avalanche 3 sur 5. Alors alerte avalanche 3 sur 5, c'est pas n'y allez pas, c'est faites attention. La montagne, la haute montagne, en hiver, c'est vraiment, ça peut être très dangereux. Oui. Il y a chaque année des dizaines de randonneurs, skieurs qui se tuent. Et donc là, vous partez avec cette météo.
La première partie se passe très bien parce que la météo est changeante, des fois il y a des éclaircies, c'est même hyper agréable. Et puis la pente est relativement faible. La randonnée du Chaberton, la première partie est moyennement pentue, hein, c'est un faux plat montant pendant 2-3 km. Et puis vous arrivez au ravin qui mène au col précédant le mont Chaberton. Et dans ce col, tu as des pentes allant jusqu'à, je sais pas, 30, 40, 33 je crois, ouais. 33 degrés. Et c'était là, enfin t'étais au pied de cette pente. On est au pied du Chaberton. Il est tout là-haut, on est toujours dans le blizzard. Et on va essayer de rejoindre le col, c'est compliqué de filmer parce que c'est vraiment le blizzard ici. On commence l'ascension, déjà il faut noter que c'est super physique avec les skis de rando au pied, j'étais pas forcément prêt. Je commence l'ascension et déjà je me dis, ok ça va être difficile. C'est-à-dire que c'est encore plus dur que de le faire à pied. Et puis surtout rapidement tu te rends compte, ok, il y a un problème avec la neige. J'ai vraiment l'impression que la neige sur laquelle je me trouve, c'est vraiment de la poudreuse qui tient pas en place, qui est super glissante. Après moi je suis pas un expert de la neige, je suis pas un expert des avalanches, mais d'instinct d'homme, je me suis dit ça sent pas bon, c'est très mauvais. Ça va, ouais, je suis un peu inquiet pour les avalanches, mais c'est tout. Quoi? Ouais mec, ça part, ça me fait trop bader moi. Je vais redescendre je crois. Mec, je te jure, la plaque là elle part hein. Non mais regarde, toute la plaque là elle bouge. Je me laisse quelques mètres et je fais demi-tour. Et c'est ce que je regrette le plus parce que ces quelques mètres en fait ont suffi à déclencher une avalanche. Et je suis en train de me poser la question sur est-ce que je renonce ou pas quand j'entends Jean qui ouvre la randonnée qui crie avalanche. Je te jure, c'est à peine si j'y croyais tellement c'était ce que je redoutais. Je lève la tête et là je vois des images qui sont encore gravées dans ma tête très impressionnantes d'une coulée de neige qui arrive et je vois Jean qui a un ski en l'air et qui est en train de se faire emporter par la coulée. Pendant ce temps, la coulée progresse, j'essaye vainement de faire demi-tour sur mes skis pour m'échapper et aller sur le côté de la coulée, ce qui est bien évidemment impossible, vous vous en doutez, la puissance de la nature est si importante qu'on ne peut rien faire. Assez rapidement, la coulée m'atteint. C'était une petite avalanche, je dirais, parce que c'est arrivé entre mi-cuisse et mes hanches en fait. Oui, c'était pas genre une vague de 2-3 mètres qui est passée non, parce que toi. Ça, on s'en sort pas, ou alors il faut être miraculé. Malgré tout, c'est tellement puissant que ça nous met à terre en 2 secondes. On essaye de garder la tête en dehors de la neige, c'est impossible. On passe sous la neige et c'est la machine à laver. Ce qui fait peur, c'est qu'il fait noir. D'un coup, il fait noir, on est recouvert de neige. Et ça dure pas très longtemps, ça dure 2 secondes parce qu'on était vraiment sur une toute petite pente qui était très courte, avec une toute petite coulée, mais qui était suffisamment puissante pour nous embarquer, Jean et moi, et nous faire dévaler toute la pente. On se pose 10 000 questions, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais ressortir au bout? Qu'est-ce qui va se passer? Ça fait extrêmement peur. J'en ai encore des sueurs froides d'en parler aujourd'hui parce que c'était vraiment un événement traumatisant. Mais à la fin de la coulée, eh ben, Jean et moi, on se retrouve le buste à l'air libre. Donc une chance incroyable et on voit que on est tous les deux sains et saufs, sans danger, en dehors de la neige. Il y a Nico qui est en train de descendre pour nous rejoindre. Ça va Jean? Bon, on monte pas là. Oh putain la vache! Nico, attends, on bougeait. Ça va Jean? Petit coup de chaud hein. Bah ouais, moi je vois Jean à gauche de moi, au même niveau, je rentre au même niveau. Il fait avalanche et je le vois partir, tu vois. Du coup, moi, direct, je te vois en bas en plus, on va essayer de faire quelque chose, tu pouvais rien faire. J'ai fait ok, je la regarde plus. J'ai posé mes skis, j'ai posé mes bâtons. J'ai pris l'arva, j'ai sorti l'arva, je me suis mis en position recherche, j'ai regardé en bas, je vous voyais pas, j'ai fait 3-4 pas, je vous ai vu sortir tous les deux en même temps. Du coup j'ai rangé l'arva, j'étais plutôt content quoi. J'avais pas besoin de faire le sauveteur secouriste et d'appeler l'hélicoptère quoi. Et c'est vrai que quand t'étais parti pour ce week-end d'exploration, j'avais regardé la météo et je me dis putain mais fais quand même gaffe parce que t'as plus de 3000 mètres d'altitude. J'ai dit fais gaffe, mets pas ta vie en danger et heureusement que c'est arrivé à ce moment-là parce que ça aurait pu être bien pire.
Ça aurait pu être bien pire plus tard et surtout ça m'a servi de leçon parce que ok il y a une avalanche, ok c'est la nature mais ça reste quand même de notre ressort. Prendre la décision de quand même y aller, moi je pense que j'avais pas le niveau pour faire un projet de ce type et y aller quand même, c'était stupide. Et là je m'en sors sain et sauf donc pas de souci, c'est cool, leçon apprise, mais ça aurait pu être bien plus grave. En tout cas bon, ça c'était la troisième anecdote, voilà. un peu moins joyeuse, mais bon ça montre quand même que il faut être super prudent quels que soient les contextes, surtout la montagne en hiver. On entend à chaque saison ces tristes faits divers concernant ces randonneurs qui sont tués en haute montagne. Donc il faut être super prudent et plus prudent en général dans les explorations. Et d'ailleurs, c'est pas la seule fois où tu as mis ta vie en danger et failli y passer. Il faut savoir que François, en fait, c'est un passionné de parapente, grande passion dans la vie. Et il fait d'ailleurs des vidéos de parapente sur sa chaîne. Et dernièrement, il a sorti une vidéo où il raconte l'anecdote la plus terrifiante de sa vie. Oui, je me suis écrasé en parapente. Je le mets dans la même catégorie que l'avalanche parce que c'est les deux plus grands événements traumatisants de ma vie par rapport au danger. C'est, je pense, les deux situations de ma vie où j'étais le plus en danger, donc l'avalanche et cet accident en parapente que je raconte où c'est sûr que pendant quelques secondes, quand j'étais en train d'accélérer vers le sol et que j'allais m'écraser dans le sol, j'ai cru que j'allais y rester. Ça s'est bien terminé encore une fois par chance et je vous raconte tout dans la vidéo, il y a des éléments qui ont fait que j'ai pu m'en sortir. Si vous voulez en apprendre plus sur cette anecdote de François qui a échappé à la mort, allez voir sur sa chaîne et voilà, ça montre que malgré tout, malgré ces quelques fois où ça a été chaud, on fait vraiment super gaffe, c'est super important parce qu'on visite des fois des lieux qui peuvent être dangereux et même s'il y a eu ces quelques péripéties, ces quelques pépins, c'est quand même très rare finalement sur nos dizaines, centaines d'explorations qu'on ait des soucis. Voilà les amis, c'était un petit débrief où on revenait sur ces anecdotes, ces explorations qui ont mal tourné. On espère que ça vous a plu. Laissez-nous vos commentaires, vos réactions, on les lit, on prend plaisir vraiment à lire vos commentaires et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Il y a une petite pause. Voilà, François est en vacances au moment où sort cette vidéo. Et puis on a des gros tournages, des gros montages qui sont en cours, donc on a besoin aussi des fois de faire des pauses. Mais voilà, on revient avec des grosses vidéos dans 2 semaines. Et puis surtout début juin pour la vidéo du million à Tchernobyl. Merci pour votre fidélité et à très vite les amis. Salut!